Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Entrée. Jean-Marie Kouakou. Adresse. À ces 3 jeunes chercheurs qui entreprennent de découvrir, attirés par d'ardents et vifs désirs de savoir conduisant à la connaissance, cette adresse avant d'entrer. Cher Paul, en hommage et gratitude à ceux avec qui ce projet a lieu, cher Orphée, chère Élise, artisans de littérature sur ces chemins autres, de territoires nouveaux, territoires ouverts du numérique. Je m'adresse d'abord à toi. Non pas pour la symétrie, ni l'oubli des autres collègues que je cite et qui me sont tout autant chers, non donc pour la symétrie que m'imposerait le devoir du retour à l'adresse que tous, ensemble, vous me faites d'ailleurs si bien en me siégeant là dans la chair imaginaire de l'ouverture que vous disposez pour commencer ces travaux que vous initiez donc sur la question du jour. Non. Bien loin de la réponse symétrique et d'une telle intention qui la guiderait, je voudrais simplement rappeler à l'auditoire et à la lecture, que vous avez convié à l'écoute puis à la lecture justement à leur rappeler ou leur apprendre combien toi, Paul, tu t'intéresses, depuis plusieurs années, je devrais plutôt même dire plus exactement depuis l'entame de tes travaux de thèse de doctorat, à la vaste question des écritures de soi si proche de celle des intimités-extimités. Ce que l'on appelle désormais ainsi, l'écriture du soi, ce sont des pratiques de dévoilement des figures octoriales écrivant autrefois derrière la page qui leur appartenait mais sans jamais être là où on les attendrait justement et qu'on voit cependant heureusement de plus en plus aujourd'hui, insérées, comprises dans le sein même de leur texte. Ces auteurs que l'on voit ainsi désormais surgir à travers leur œuvre, en transparence, où ils transparaissent donc par un mouvement d'écriture dont émerge ce quelque chose figurant qui a lieu, comme dit Deleuze, la figure, ces auteurs-là installent une transparence d'eux-mêmes. Sans leur corps il est vrai, une part seule émergeant, l'idée d'eux. Sans doute l'ombre d'eux-mêmes. Il s'agit en réalité de ces identités qui s'écrivent, parfois masquées, parfois à découvert, par un soi-même, et qu'on ne trouvait autrefois que dans l'autographie dite autobiographie, ce fameux dispositif scriptural dont on doit à Philippe le Jeune d'avoir si bien théorisé la fabrique pour témoigner qu'une vie se graffe ainsi par elle-même par un simple phénomène de transcription scripturale. Mais la pratique ayant fait avancer la théorie, de ce pas que Jean Ricardou appelait à juste titre l'avancée pratique de la théorie par opposition avec l'avancée théorique de la pratique, un élargissement s'est opéré pour définir en annexe de l'autofiction, du journal intime, du récit de filiation, et j'en passe, tout cela construisant un champ d'écriture pertinent, un champ d'écriture nouveau, une terre nouvelle pour ainsi dire. De telles identités en question tirent sans doute leur fondement d'intuition philosophique qui tenait quant à elles plutôt à leur lieu de réflexion, au sens intellectuel, de l'homme penseur de l'homme. Ainsi, chez Kierkegaard, dans La maladie à la mort comme le rappelle Ricoeur, la conscience, le soi, est définie de façon un peu contournée comme une relation qui se rapporte à soi-même, c'est la liberté, tout en se rapportant à Dieu. Avec les réseaux sociaux en ligne, de telles identités ne sont pas de l'ordre d'une conscience de soi. Elles tirent d'ailleurs leur fondement de réflexion, au sens spéculaire cette fois, des interlocuteurs qu'ils appellent justement en interlocution ou plutôt en intervision pour nouer des relations d'image réciproques. Mais on note, quoi qu'il en soit dans les 2 cas, une complexité qui se redéfinit certes de plus en plus nouée. Droite au départ reliant A, l'homme à B et Dieu, horizontale et verticale en même temps, mais aussi retournée en cercle sur soi. Arborescence d'autre part. Embranchement multiple où finalement, dit paraît le soi qui se donnait pourtant dans son apparaître. A est en relation avec B et avec les liens de B lequel est attaché à C et à ses propres dérivés, etc. Une double figure de géométrie donc qui s'ouvre à chaque fois, sans cesse, indéfiniment, quasi à l'infini. Chez Søren Kierkegaard, il s'agissait d'infinitude mais d'un infini qui voulait dire imaginaire pourvoyeur de possibilités illimitées. En son œuvre l'infini est un point, qui est Dieu. Par contre, dans les réseaux sociaux en ligne, l'infini obéit au champ presque physique, quoiqu'indéterminable, du cône ouvert. Entre droite et cône, 2 figures géométriques définissent ainsi des relations. Pour en revenir à toi, Paul, je dirais que ces réflexions qui t'intéressaient et que tu avais envisagées à l'époque, à partir d'un corpus emprunté à l'œuvre de Michel Houellebecq, donc à la littérature et à sa pratique, tu les élargis aujourd'hui à ton tour et tu les intègres à l'étude des réseaux sociaux en ligne dont les littéraires ne sauraient pourtant être les premiers témoins. C'est parce que tu y voyais un lien auquel t'invitaient sans doute Orphée et Élise,
et que je déduis immédiatement de ce qui tient donc de votre intérêt commun pour ce curieux témoignage de soi singulier parce que retenu, l'intime mise en conflit avec la modalité du vouloir tenu par l'extime. C'est-à-dire, mise en écriture, mise en ligne ou mise en image, s'écrire pour se dire sans contrainte mais sans toujours vraiment le faire pleinement. En somme, un procès toujours tenu par une modalité curieuse d'essence sémiotique qui s'appelle et se repousse en même temps, entre vouloir dire et ne pas vouloir dire totalement tout de soi. Tout se passe en effet comme si la jouissance de se dire ne se condescend, comme dit Lacan, pas vraiment au désir de se dire que par la voie non pas que de l'amour mais aussi de la méfiance même qui la tient, elle faisant obstacle à sa propre programmation. Mais, revenons aux différences qui séparent ces sémiotiques de l'écrit livresque et de l'écrit numérique. Car il s'agit bien là de deux langages, de deux sémiotiques. Qu'importe pourtant. Entre elles, tu vois désormais avec Orphée et Élise un lien et ensemble, vous établissez un véritable pont. Le tiendrez-vous de Michel Serres peut-être appelant à l'universalité ? Car du moins, peut-être avec vous, moi aussi, je l'entends à nouveau crier, en écho de ma parole actuelle. En réaction violente mais juste, contre d'anciens idéaux pervers, qui prêchaient un universel presque toujours réductible à une domination impérialiste et envahissante, nos discours, depuis au moins un demi-siècle, bruirent de nos différences. Dominantes, les sciences humaines nous apprirent en ce laps de temps à ne pas seulement nous aimer les uns les uns, mais à reconnaître et respecter les droits des cultures, genres, sexes, langues et usages, autres. Nous devons leur savoir gré d'avoir ouvert ces multiplicités variées. Or, par un paradoxe pervers, la différence finit par s'imposer à son tour comme un dogme universel qui partout et toujours interdit de parler pour toujours et partout. Or, justement, voici donc qu'il s'agit désormais de comprendre que connaître les écarts, vouloir s'y tenir et ne pas en outrepasser les frontières ne nous amena pas la paix. 20 guerres aujourd'hui s'allument et font rage dans des localités singulières du monde. Nous avions cru mourir de totalisation, voici que nous pouvons pourrir d'émiettement. Qu'un littéraire, en vos trois personnes si désignées par vos noms et votre ouvrage commun, rejoigne donc Michel Serres à la cause de l'universel et s'invite à sortir de sa page écrite en livre de fiction ou de poésie ou en drame de théâtre, réjouissons-nous donc femmes et hommes de lettres. Du livre, à l'écran de l'ordinateur ou du mobile qui abrite ces réseaux sociaux en ligne, c'est comme si un échange de communication s'effectuait entre deux types de pratiques et que cela déterminait une forme désormais unique. Une topologie dont le nœud reste certes à définir. L'observation de l'une pouvant dès lors féconder tout un nouveau domaine de recherche à travers ce que propose l'autre de sa pratique, que l'on observe tout autant. Les résultats attendus pourront déranger à plus d'un égard, il est presque certain. Une sémiotique de la page numérique peut-elle en effet être exportée et franchir sans encombre les frontières de la sémiotique des textes littéraires avec leurs pages noircies d'encre et induire un nouveau type de signalisation sans rupture ni division ? Il n'y aurait plus alors qu'à désespérer de ce qui ne fait justement plus signe de pertinence ni sémiotique du genre, de singularité identitaire ? Alerte théorique ? Nouvelle perspective en tout cas ou du moins. Elle nous rassure. Ce sont des sémiotiques croisées qui contentent le comparatiste au moins. L'a priori du titre du colloque que vous proposez est de toute façon une piste qui les croise autour du soi s'écrivant, c'est un appel. Qui nous induit de croire que ces frontières ne sont pas si étanches qu'on le suppose en principe. Les interrogations qui se déduisent de ce fait sont patentes. Elles sont nombreuses et méritent moult analyses. C'est sans doute pourquoi vous nous invitez ici à réfléchir sur de telles pratiques de liaison des soi, avec son soi-même et celui des autres, soit devenant parfois autre. Ricoeur, à travers ce colloque dont vous me chargez aimablement par une adresse qui vaut aval d'en inaugurer la teneur. Je vous en remercie et à travers ma personne, le GRATHEL, notre cher groupe de recherche que vous honorez ainsi mais dont vous traduisez en réalité l'inflexion critique et théorique qui la caractérise aussi bien en son objet qu'en son intention. Je vous en remercie. Fils du GRATHEL, vous vous nourrissez en fait de la sève qui en jaillit en ce que vous proposez une réflexion sur un objet, par la théorie qui la détermine ainsi du biais de sa conceptualisation. Les portes s'ouvrant donc, voici qu'il nous faut entrer. Entrer dans la terre nouvelle. Car, cher lecteur, voici qu'à présent il me faut bien donc commencer à m'adresser à toi aussi, premier hôte de nos pages.
entrez dans ce livre sur son altérité numérique qui s'annonce décidément à venir, en écriture. Porte d'entrée. Entrée multiple. Laquelle? Par où donc entrer? Et comment? La difficulté n'est pas la moindre, je te prie de me croire, cher lecteur. Alain Milon, philosophe parisien contemporain, s'interrogeait déjà lui aussi à l'entame d'un gros ouvrage sur le livre et ses espaces qu'il a eu à diriger avec Marc Perelman, contraint peut-être autant ou simplement comme moi aujourd'hui, par la diversité des possibles pour constater ceci. Avertissement, préface, préliminaire, annonce, introduction ou ouverture. Il y a des introductions qui annoncent ce qu'il y a à lire, d'autres qui résument ce qui est écrit, d'autres encore qui clôturent pour dire qu'il n'y a plus rien à lire. Mais à chaque fois, c'est une sorte de parcours balisé qui est proposé, voire imposé au lecteur. Souvent écho du texte principal quand elle se contente de résumer les propos à venir, quelquefois pédagogique dans les moments les plus dramatiques comme pour dire au lecteur ce qu'il doit lire, rarement annonciatrice pour prévenir le lecteur de ce qu'il ne trouvera. L'introduction d'un texte a pourtant une mission dont Hegel, dans sa préface à la phénoménologie de l'esprit, reconnaissait qu'elle devait préciser une intention. Quant à moi, je me contenterai bien ici d'une simple entrée. Parce qu'elle fait justement titre. Mais qui ne tient certes pas sa logique de celle de l'estrade scénique, à l'avant de la scène, où l'on m'a donc gentiment placé à l'entrée pour ouvrir le drame lectural annoncé et à venir, là, à cette place où chaque communicant d'entre nous convive de discours rapportés à ce colloque, sera à son tour venu pour sûr invité à tenir sa place et son rôle. L'entrée que j'assigne à mon propos de s'y tenir est d'un tout autre ordre. Il s'agit d'entrer au sens le plus propre de ce verbe, passer de l'extérieur à l'intérieur d'un lieu, pénétrer. Mais où donc? Dans quoi donc? Une évolution à court aujourd'hui en effet, dont il me faut tenir compte, dont il nous faut en réalité tous tenir compte. Elle nous transporte sur une terre nouvelle que nous ne soupçonnons pas assez de nos yeux si aveuglés par notre réalité immédiate, notre réalité sensible qui nous tient si attachés à ce qui se porte à être saisi par nos sens. Pour Michel Serres, géomètre de l'unitaire, il est vrai que, au cours du XXe siècle, nous décollâmes peu à peu de l'espace de la Terre que nous habitons depuis 3 millénaires, de sorte que disparaît à nos yeux peu à peu celui de la lumière solaire, de l'agriculture, du sacré, de la guerre, des États, de la page d'écriture que la géométrie exprimait, ensemble, dans sa pureté sommatrice. Circulent en masse désormais des corps, des messages de l'information, des savoirs, la lumière en sa vitesse plus qu'en sa clarté. Un espace nouveau de transport neuf s'installe sur une terre globale, moins pure que mêlée, moins lisse ou homogène que nuée, arlequinée, tigrée, zébrée, en réseaux multiples et connexes. Peut-être quittons-nous les connexions simples qu'Hermès nouait avec son caducée, pour regagner les transports des légions bariolées de myriades d'archanges, par l'ubiquité des messages. L'ancienne science parlait de table et de cause, la nouvelle court les ordinateurs et les scénarios de possibles. Nous étions en effet 10 habitants de nos pays respectifs, quartiers, arrondissements, villages, villes, États, aires. Territoire en somme. Et portions rigoureusement les insignes juridiques de nos nationalités. En ces lieux, nous avions bâti nos propriétés. Et nos identités. Qui nous individuaient, séparément dans la clôture identitaire, au lieu de nous individualiser, collectivement dans l'ouverture à l'autre, inspirés que nous étions par la tradition du couteau que Michel Serres fait remonter au sacrifice d'Abel et qu'il inscrit dans une théorie des lieux datant selon lui, du texte mémorable d'Hérodote racontant l'origine de la géométrie marquée par les expulsions et les écarts de tous ordres suite à la grande crue du Nil. Par un heureux paradoxe, l'inondation ayant effacé les limites des parcelles en effet, a figuré l'illimité originaire dans le sens d'Anaximandre, dont on peut déduire d'une nouvelle ère qui s'installe. Car voici que, par l'excès de l'étiage, le fleuve efface non seulement les limites, mais élimine la population entière des vivants qui végétaient dans cet espace ou dans ce champ. Tout en est arraché, expulsé, l'espace devient homogène, couvert de lisse, expurgé des équilibres provoqués par des entreempêchements. Et voilà que désormais, moi aussi, comme du reste tout un chacun d'entre nous humains d'ailleurs, en un seul clic, sommes à Taïwan, au Zimbabwe, à l'autre bout du monde partageant un territoire autre que le nôtre. Un territoire commun qu'est donc le réseau où nous nous installons paisibles, en compagnie d'autres habitants eux aussi en ligne,
exportés en un lieu immatériel qui nous dévoile et accueille, certes temporairement auprès de ses nouveaux compatriotes, celles et ceux qu'on nomme nos amis néanmoins. Où sont donc passées nos si chères frontières anciennes? Nos terres anciennes si sûres? Tout aurait-il donc été gommé de notre aimable monde ancien, notre monde sensible, celui que nous reconnaissions? Il n'y aura pas fallu la crue d'un fleuve, ni une table rase. Peut-être plus simplement, une avancée technologique qui nous déplace de notre bon gré pourtant pour aller au contact et à la rencontre de nos nouveaux compatriotes. Un geste d'effacement du monde sensible, un geste de création simple nous projette dans l'autre monde. Mais qui n'efface certes pas le premier. Car réel et virtuel se côtoient dans leur réalité même, le virtuel n'étant du reste jamais rien que du réel en puissance d'être. C'est le réel pris dans le mouvement de son devenir. Comme ces chats prêts à bondir sur une proie, et dont on dit que le mouvement contenu dans cette pose est un condensé, où il y a plus de mouvement que dans le geste en mouvement du bondissement. Quoi qu'il en soit, ces habitants nouveaux de la terre nouvelle à laquelle j'appartiens moi aussi donc, circonstanciels usagers d'un réseau en ligne le temps d'un séjour numérique, ces néo-habitants du pays d'Internet ne portent plus leur nationalité. Ils portent le caractère d'une citoyenneté nouvelle, homogène, égalitaire dont le critère est donc l'amitié qui les lie entre eux au sens le plus empirique du terme, hors la morale. Espace indifférencié en somme, espace dont les lignes non frontières sont des connexions, des lignes semblables les unes aux autres et qui ont pour trait la régularité. Anaximandre? Faudrait-il pour ce fait conclure et déduire, avec Michel Serres, que nous habitons désormais cet espace comme une maison ou mieux encore, comme notre terre même, notre terre propre rémesurée, étant donné comme dit ce dernier que le maître est la terre, voilà le sens profond du vocable géométrie. Ajoute-t-il, lequel vocable aurait dû simplement et normalement c'est-à-dire littéralement dire mesurer une terre? À supposer, quoi qu'il en soit, votre assentiment et ou votre agrément, cher lecteur, en faveur d'un mètre qui serait donc la mesure de la terre, nous conviendrons alors ensemble qu'une surface pourrait servir de terme métaphorique pour désigner cette terre nouvelle où s'installent les habitants des réseaux sociaux en ligne. Mais nous conviendrons alors en même temps de la validité de l'autre acception. Auquel cas, il nous faudrait après coup mesurer cette terre. Mètre et terre, mesure de la terre pour en définitive, affirmer qu'il s'agit de terre dans tous les cas. Terre ou surface. Où l'on s'installe et l'on campe en s'extirpant d'un monde qui nous tenait concrètement. Voilà du moins en quoi donc, mon entrée d'exposé entend bien qu'on n'est pas encore concrètement dedans. On est posé à l'extérieur de cette surface terrestre particulière, on est exposé en somme. Parce qu'on se pose dans cette terre autre, on y atterrit presque en astronaute. Voilà en quoi mon entrée n'introduit pas. Elle définit une entrée certes, une porte, celle d'une terre qui s'offre à tout venant. Et se légitime d'un titre à si bien dire, terre nouvelle à l'orée de laquelle se situe donc toujours celui qui demande à entrer et à en partager les contenus. La majuscule à l'initiale de la terre se justifie de la valeur qu'elle affecte de porter et de se revêtir à l'aune de ce qu'elle offre. Un asile, un site, un habitat, une résidence en fait secondaire à des gens libres. C'est un lieu où l'on vient par envie, par désir. Rien n'y divise. Michel Serres l'avait orthographié ainsi. Au motif des raisons que je viens d'exposer, mais qu'il tient peut-être mieux du dépassement de la fonction agraire et de la nature arable de cette terre que les mathématiques ont rendue universelle. Je la tiendrai également d'un ordre harmonisant, unifiant où l'on dit à chaque membre ceux qui font partie de son réseau, vous êtes amis sur Facebook. Ou bien, X est votre ami désormais. Envoyez-lui donc un petit message. Messenger, WhatsApp, me le propose également. En cette surface à laquelle on accède donc, par la porte qui s'ouvre à la demande propre, se dessine et se construit un espace commun nouveau, une terre nouvelle avec une sémiotique particulière. Deux mondes se font face dès lors et sont séparés par l'écran de l'ordinateur voire du mobile, l'une avec ses frontières physiques, l'autre avec ses frontières immatérielles qui n'en sont pourtant pas vraiment. Car dès l'autorisation accordée au demandeur par le signalement de son mot de passe faisant office de porte d'entrée, il restera, à ce dernier, à construire personnellement son édifice, son architecture de réseau, son monde, et son soi autre, le soi numérique. Architecture immatérielle certes, abstraite même. Plus simplement, nouvelles architectures en somme. Constellation dont le noyau est la personne source, qui génère la profusion de lignées possibles. Elles le déplacent de son monde habituel et lui font construire un monde où il vit beaucoup,
souvent et longtemps désormais. S'ensuit une conséquente et logique séparation avec son monde réel dans la mesure où une telle constellation enferme, en quelque sorte pour ainsi dire défensivement, la relation de A à ses amis, soit B, C, D. N vis-à-vis des autres, du monde sensible, qui dérange dès lors. Ainsi, à chaque fois qu'une personne du monde sensible apparaît pendant le séjour dans le virtuel, elle s'intercale et dérange. Dans le même temps, la constellation interne du virtuel opératoire ouvre en quelque sorte offensivement la possibilité de liaison à l'autre virtuel qui, dès lors même qu'il apparaît, trouve place accueillante. Voici ainsi que la division des espaces tient en partie sa logique de celle du temple séparant sacré et profane. Il s'agit en ce cas de deux mondes qui s'excluent. Sans violence, il est vrai. Loin en tout cas de ce que propose la mythologie romaine où l'on apprend que, en excluant le profane du sacré, Jupiter, dieu des prêtres, découpe le templum, dieu de la violence et des guerriers, qu'il faut bien intercaler parce que déjà, il joue le dieu unique, Mars le ravage et saccage, en expulse les ennemis et le soir venu, y dessine le campus, où la cohorte prévoit le hortus, dieu de la production et de agriculture, arrivé le dernier, Quirinus travaille au champ Pagus à la suite des deux autres, en supprimant non seulement les mauvaises herbes, mais toutes les espèces. Mais voici heureusement qu'un tel espace dit virtuel s'ouvre aussi offensivement à son pendant dit de réalité et vice-versa par sa désignation même, c'est un interface, il est vrai. La liaison fait alors voyager de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, en retour de sens inversé. Quand par exemple, un exergue de publicité présenté dans le virtuel invite le résident temporaire à une activité qui se tiendra dans le monde du sensible, il le déplace, le transporte et le situe entre deux mondes, entre ces deux mondes. Mais tenons-nous-en au monde du virtuel en lui-même. Ce qui le constitue en son ossature, c'est une chaîne, un nœud, de type lacanien, Bo ou borroméen, qui se construit sur une base de télépathie. Sauf que la base 3, proposée par Lacan est insuffisante pour déterminer totalement la série numérique. Laquelle reste ici comme de juste, totalement ouverte à l'infini. Ce que ce monde virtuel propose en fait, c'est un pagus numérisé, une page surface d'apparition, au sens le plus sémiotique de ce mot. Sur cette page on s'écrit pour être lu par les éléments de la chaîne, on apparaît, on y figure. Ce qui est en jeu dès lors que la relation de décodage par une télépathie s'instaure ainsi, c'est un incontestable phénomène d'identification du soi, non-soi, individuation, terme freudien où le désigné soi peut souffrir d'une certaine forme d'isopathie. Un patient de Lacan, dénommé Primo, fut ainsi décompensé par la question de la télépathie. Celle-ci l'a poussé à une tentative de suicide, ne pouvant plus tolérer le fait de ne plus avoir de privacité. C'est-à-dire, de ne pas avoir de pensée à lui. En quoi donc ? La télépathie, c'est la transmission de la pensée. Je suis télépathe émetteur, disait Primo à Lacan. À quoi ce dernier lui répond ? La télépathie relève généralement du domaine de la réception. La condition est tout autre quand il s'agit de s'écrire sur une page d'Internet au sein d'un réseau. Car il faut bien distinguer les instances. La relation détermine deux personnes dont la totalité individuelle peut se figurer en cercle. La clôture est pourtant ouverte vers le cercle de l'autre en réseau. La télépathie qui s'installe de lien entre eux serait plutôt ici et à ce titre une forme de métaphore, un cadre de transmission du soi à autrui mais uniquement mu par le désir, la modalité sémiotique du vouloir se dire. L'émetteur se situe en l'autre, le désir de l'autre étant comme dit Lacan désir du désir de l'autre. Dans ces conditions, on voit bien que l'autre me parle. Non pas dans le sens où il s'adresse à moi interlocuteur, mais plutôt selon un entendement disant qu'il parle moi, son objet, il me parle. Et je le parle à son tour. Entre les deux, il y a un vide qu'on peut déterminer comme le manque à la base et à la motivation du désir. La métonymie en son principe, se constitue alors comme principe d'écriture du soi. En tant que manque, élision d'une fraction du discours comme dit Lacan. Je ne se dis pas. C'est l'autre qui le dit. Paradoxe. Mais qui s'explique et se justifie du fait qu'il apparaît en partie de lui-même sans l'ensemble de ses parts. Car que voit-on, ou que lit-on quand on voit mis à la disposition du partage commun une photo du soi d'un X ? Une image, la sienne. Et après ? Rien sauf peut-être un commentaire succinct, moi à Singapour. Reste donc aux autres de le dire, avec leurs mots et leurs appréciations, ce qui est moi.
La marge reste ouverte où s'inscriront les écritures sur ce soi. Soi n'est donc pas plus ici écrivain du soi. Du moins pas en totalité contenant sans contenu. Parti pour le tout. Toujours est-il que, en l'occurrence, il y a bien élision d'une fraction dans le discours image concrètement prononcée, le manque générant le commentaire. Et de surcroît, puisqu'il s'agit d'un apparaître, un signal, au sens sémiotique du terme, il ne peut s'agir que d'un partiel, le sujet est apparaître. Le reste de son paraître appartient à l'autrui, le lisant ou le voyant, et dont l'image visuelle ou le discours écrit est en attente de la suite à venir. L'extimité recherchée en apparence préserve ainsi l'intimité qui se dévoilait en son intention. Sans doute est-ce parce que, au fond et dans ce jeu de paradoxes, une intimité se crée entre les 10 interlocuteurs en présence. Identifiés en tant qu'amis, ils deviennent un. Et même si je qui accède à la surface de cette terre nouvelle, antécède, précède ou succède aux autres membres du réseau architecturé, il tient sa place d'une logique de topologie en tant que cette dernière permet d'établir et de suivre un fil avec les autres membres qui lui renvoient son miroir. C'est le piège d'une topologie, qui n'est rien en fait d'autre qu'U'. Une branche de la géométrie dont la singularité est l'existence de rapports non métriques. Ce qui importe dans cette discipline, ce n'est pas la fonction de mesure, mais le rapport en jeu entre les éléments qui composent, par exemple, une surface apte à la déformation continue. Il s'agit d'une surface complexe tissée dont le tisserand s'écrivant ou se montrant est donc contenu dans chacun des membres du réseau. Cette surface se tisse de l'effort de chacun d'eux et est tissée en même temps par chacun d'eux sous la forme d'un cône ou d'un éventail ouvert de gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Entre les deux cônes se situe un espace vide, espace par excellence de la beauté universelle, forme de carré définissant une espèce d'unité cardinale et lieu d'une globalisation qui enfin quitte le monde des finances pour épouser l'esprit abstrait des mathématiques, serre. Comment nommer l'intersection vide entre deux utopies ? L'abstrait. Comment appeler quasi-objet jeté en cette abstraction ? L'objet mathématique. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il réalise sur lui l'accord complet de la communauté quelle qu'elle soit, contrat unique jamais assumé par les hommes, parce que deuxièmement, il s'applique à loisir sur les objets du monde tels quels, je veux dire libre de toute intervention collective. Modèle objectif parfait, tel qu'il ne s'en trouva jamais d'autre. Traceur excellent d'un réseau sans bruit tel qu'on n'en vit jamais un pareil. En somme, objet paradoxal, exceptionnel en chaque point mais surtout par cette association. Une telle architecture se dresse dans son immensité. Et nous presse de réagir. Trop grande, trop présente, nous ne la percevons jamais vraiment assez, pas comme il faudrait. Aveuglante, elle se cache là, sous nos yeux, là où nos yeux aveuglés se voilent. C'est parce que en réalité la perception en notre monde sensible a son langage propre. Elle est langage des sens, sémiotique particulière diront certains. C'est en tout cas par ce biais qu'elle utilise ici ses instruments, les sens, non pas comme ces esprits barbares qu'Héraclite rejetait et dénonçait, ces penseurs qui, selon lui, ne savent interpréter correctement les sens. Bien au contraire, il nous faut bien avoir conscience que les yeux et les oreilles ne sont de faux témoins que si l'âme des hommes demeure incapable de comprendre leur langage. Quand verrons-nous donc de nos yeux, à ouvrir, que là, en cette virtuelle terre nouvelle, se trouve pourtant notre fraternité véritable, l'ultime lien sans quoi nous ne serions peut-être que cette virtualité que nous fuyons tant de nos désirs de réalité ? Les réseaux sociaux numériques, nouveau territoire de l'extranéité romanesque française. Orphée-Gorée, École normale supérieure d'Abidjan. Toute littérature est assaut contre la frontière, Franz Kafka. Résume. Cet article vise à montrer comment le roman français trouve son expression et son chemin sur le cyberespace. Les réseaux sociaux en ligne offrent un nouveau lieu de légitimité, une sorte de reterritorialisation où s'énonce le texte romanesque français. Ainsi, le web devient un nouvel espace de reconfiguration imaginaire modifiant les paradigmes et marquant les romanciers. Mots-clés, réseaux sociaux, écriture numérique, extranéité littéraire, espace littéraire, roman français. Abstract. This article IMS at showing how the French romantic text finds its expression and its way on the cyberspace. The online social networks, by aspiring of to territorialize the French novel on the net, offer a new place of legitimacy where express itself the scriptural word. So,
Web becomes a new space of imaginary reconfiguration modifying paradigm and marking the novelist. Keywords, social networks, digital writings, literary foreignness, literary space, French novel. Introduction. Les nouvelles façons de communiquer, de se parler, d'écrire, génèrent une nouvelle forme d'écriture et en particulier une nouvelle forme de littérature qui dépasse les frontières du texte. Désormais, ce dernier délocalisé de son territoire traditionnel, il nous faut réfléchir sur les rapports du numérique à la langue, au langage, à la littérature même, au roman. Cette situation trouve sa raison d'être dans une sorte d'exigence sociale tenue par la toute nouvelle puissance d'actualité, ce phénomène nouveau du numérique. Le roman français, à l'instar des autres genres, est donc lui aussi maintenant transposé aux lisières extérieures du champ littéraire traditionnel, exporté en quelque sorte vers le cyberespace littéraire. Maurice Blanchot, 1955, proposait la notion d'espace littéraire en tant que lieu symbolique se déployant entre l'auteur, le lecteur et l'œuvre. Cet espace constituait pour lui un univers clos et intime où le monde se dissout, Blanchot 1955/46. La notion d'espace littéraire telle que pensée et introduite ici est de fait d'obédience philosophique. Elle diffère des méthodes dites géocentrées qui relèvent du géographique et du géométrique. Mais quelle que soit l'approche, l'espace reste impliqué dans la construction et l'exposition du romanesque comme le font du reste les réseaux sociaux en ligne. Nous situant dans le prolongement de ces diverses médiations, nous proposons la notion des extranéités littéraires. Du latin extraneus, l'extranéité est un substantif féminin qui désigne la qualité ou le caractère de ce qui est étranger à quelque chose. Associer ce mot au substantif littéraire génère de fait un concept qui renvoie dans notre entendement au déploiement du roman, en l'occurrence français dans un autre espace, un espace étranger, celui des réseaux sociaux en ligne. Le concept d'extranéité littéraire rime ainsi avec l'idée d'extraterritorialité qui caractérise le phénomène de digitalisation dans lequel se trouve actuellement engagé le roman français, et peut s'appréhender alors selon une diversité d'entendements sémantiques où l'uniformisation ne fait pas loi. Pour René Escarpit en effet, le phénomène ramène incontestablement à une sous-littérature, quand pour Picon, il s'agirait plutôt d'une infralittérature. Alors que Moralis, de son côté, préfère l'appellation contre-littérature, les entendements on le voit diffèrent tout en confirmant une certaine dévalorisation de cet objet littéraire. Mais c'est ce dernier concept qui intéresse finalement l'analyse actuelle en tant qu'il propose dans une certaine mesure un réexamen de la littérarité en termes d'occupation spatiale. Un tel déplacement impose en tout cas de réfléchir sur l'impact des réseaux sociaux en ligne, notamment dans la réalisation, la promotion, la réception et même la valeur des œuvres romanesques françaises. Quels usages les écrivains, surtout les romanciers français, font-ils des réseaux sociaux numériques ? Assistons-nous à une transition ou plutôt à une dislocation des anciennes pratiques littéraires ? Comment le passage à l'ère numérique a-t-il changé l'industrie littéraire ? Notre réflexion se conçoit comme un champ d'exploration de cette problématique, selon une approche interdisciplinaire, accueillant tout autant les études littéraires, la psychanalyse, la philosophie, la sociologie, les sciences de l'information et de la communication. Il est en fait loisible de reconnaître que nous sommes en face d'une nouvelle littérature, aventureuse et voyageuse, qui a fait l'objet d'études non négligeables consacrées à la pratique dans une perspective sociologique, psychologique, sociale ou de l'anthropologie culturelle mais aussi littéraire. En complément à ces travaux, nous nous proposons d'indaguer l'écriture romanesque française selon 3 lignes de force. D'abord, nous allons interroger la production romanesque française sur les réseaux sociaux en tant que lieu d'expérimentation sociale. Ensuite, nous investiguerons cette nouvelle aventure de l'écriture en tant qu'objet esthétique. Enfin, nous questionnerons ce transfert tropique de l'écriture dans ses valeurs, c'est-à-dire dans les modes d'évaluation de la littérarité même des romans. Un lieu d'expérimentation sociale. Avec l'expansion des réseaux sociaux, le panorama littéraire se retrouve à un tournant spatial, Soja 1989. Il se dessine dans et sur de nouvelles territorialités littéraires qui requièrent des changements de paradigme. Il nous faut dès lors et désormais explorer au-delà du texte littéral, ou même de la spécularité intratextuelle un monde possible. Le numérique implique des mutations profondes pour les créateurs.
Cette extranéité littéraire induit d'aller à la rencontre de l'étranger, du nouveau. Or l'exigence d'une telle écriture se spatialisant en dehors de ses propres limites territoriales qu'instaure le numérique, reçoit une approche différente selon les auteurs et elle varie selon leur motivation. 1. Deux types d'écrivains. Le rapport des écrivains à Internet est très différent. Parmi les romanciers, il existe deux attitudes différentes face aux réseaux sociaux. Il y a une catégorie d'auteurs qui n'ont pas du tout accès à Internet, ou qui refusent cet outil. Sans doute est-ce parce que ce support ne fait pas partie de leurs habitudes, qu'il n'est pas dans leurs mœurs. Ils souffrent certainement de ce qu'il convient d'appeler une ère de soupçon numérique. Nous pensons à des auteurs majeurs de la littérature française contemporaine à l'instar de J.M.G. Leclésio, Patrick Modiano, Michel Houellebecq qui n'ont pas de site internet, encore moins une page Facebook ou un compte Twitter. Ils ont parfois un rapport complexe à Internet attesté par ce témoignage de Modiano qui dit en substance : J'appartiens à une génération intermédiaire. On a eu des enfances où la lecture était plus facile car le temps était interminable. Il y avait une sorte de rêverie qui s'harmonisait plus facilement avec la littérature. Mais selon lui, avec Internet on peut savoir très vite les choses, ça peut provoquer une sorte d'imaginaire. On peut trouver un mystère dans tout cela. Il ajoute, il y a une sorte de résistance. J'ai cherché à savoir ce que quelqu'un était devenu, mais Internet ne me donnait pas de réponse. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses disparaissent d'un moment à l'autre, sont zappées. La mémoire peut devenir quelque chose de plus fort qu'elle ne l'était au XXE accent grave et XXE accent grave siècle. Dans une époque où l'immédiat prime, un écrivain de la mémoire dans les générations suivantes sera peut-être plus avide de retrouver des bribes, des morceaux des choses qui ont disparu si vite. Par ailleurs, nous pouvons tenter une explication en nous appuyant sur le rapport fétichiste de l'homme face à l'objet matériel. Ces auteurs ont donc besoin de contact physique avec le livre, puisque ce dernier est d'abord un objet. En effet, dans l'entendement de ces romanciers, rien ne peut remplacer le papier ou la vieille machine à écrire. Les réseaux sociaux sont un territoire répulsif parce qu'ils exigent une culture numérique et même une interaction élargie que ces romanciers ne souhaitent pas, du moins, dans la production de leurs textes. En réalité, le romancier n'a pas un auditoire de 5000 interlocuteurs au moment où il écrit. Or, la tendance habituelle du manuscrit relève de la confidentialité. Par conséquent, en radicalisant le champ de la critique et de la lecture, la blogosphère devient un champ nouveau, inconnu et méconnu. En fait, ces écrivains n'ont pas pu passer le cap de l'altérité numérique. Parallèlement, il existe une nouvelle race d'écrivains qui acceptent de se désenclaver ou de se décentrer par rapport au mode de distribution de l'écriture. Ils ont la volonté et la capacité d'explorer le dehors territorial, de façon à vouer la littérature à l'extériorité, en adaptant le roman français à de nouvelles formes d'écrit et de relations au public. C'est donc une génération qui s'est familiarisée avec l'outil numérique. Cela s'explique par le fait que cette catégorie d'auteurs avant même d'être des écrivains, étaient pour la plupart sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Philippe Delerme, de Richard Bon, de Marie Darrieussecq, d'Amanda Sters, de Guillaume Musso, etc. On pourrait dire que la relation de ces artistes aux réseaux sociaux apparaît comme un rapport culturel et naturel, puisqu'ils se présentent pour eux comme une manière de vivre, un mode de vie. Ces romanciers français ont pris l'habitude d'une intersubjectivation numérique, et tirent profit et intérêt de ces nouveaux territoires scripturaux. Comme on peut le constater, la réception et l'utilisation des réseaux sociaux numériques restent contrastées dans le monde romanesque français selon des motivations diverses et variées. 2. Une motivation différente. À ce stade de notre réflexion, il nous faut signaler la présence d'au moins deux types de motivations. Il y a ceux qui vivent de l'activité et les anonymes connus, c'est-à-dire ceux qui écrivent régulièrement et acquièrent une certaine notoriété. Ils ne sont pas des écrivains, mais on peut les en rapprocher. Nous pensons entre autres à l'académicien Bernard Pivot, bouillon de culture. Il fait partie des précurseurs qui en 2013 a édité un florilège de ses meilleurs tweets dans Les tweets sont des chats, ed. Albin Michel. On peut également citer l'écrivain et poète Alain Weinstein qui avait fait de même avec 140 signes, ed. Grasset.
Mais quelle que soit leur spécificité, ces romanciers du numérique y vont pour toucher un autre type de public, une autre cible, la motivation principale étant la visée publicitaire. Avec ces auteurs, le roman reste une œuvre marchande. Or, un négoce ne peut se faire sans publicité, moins il ne s'agit pas exclusivement de transactions monétaires mais bien évidemment d'un commerce d'idées, d'autant plus que l'idée ne vaut que par sa visibilité. Ainsi, l'écrivain en tant que passeur d'images et d'esprit, se doit d'utiliser tous les éléments à sa disposition pour véhiculer ses idéaux. Les réseaux sociaux en ligne, dans une telle perspective, peuvent apparaître comme un canal pour annoncer un ouvrage. C'est justement le cas de l'écrivain français Marc Lévy qui a choisi de dévoiler à ses followers, sur le réseau social Twitter, la couverture de son roman « Un sentiment plus fort que la peur » sorti le 14 février 2013 chez Robert Laffont. Mais une telle orientation est due en partie au refus de certaines maisons d'édition qui, de ce fait, contribuent pour une grande partie à promouvoir le nouvel Eldorado de nombre de romanciers français, lesquels trouvent refuge dans l'auto-édition numérique. Le phénomène est d'ailleurs en plein essor puisque des écrivains en herbe se voyant refuser leurs manuscrits par les maisons d'édition traditionnelles, prennent désormais en charge la publication de leurs ouvrages pour se faire connaître. Ainsi, lassés par les rejets des maisons d'édition, certains écrivains voient dans le numérique une porte de sortie. C'est le cas de Matt Stewart qui a publié la totalité de son premier roman, La Révolution française, sur Twitter en 2009. C'est aussi par exemple l'histoire de la romancière Agnès Martin-Lugan, qui, après avoir essuyé plusieurs fins de non-recevoir d'éditeurs, s'est tournée vers l'auto-édition pour publier son premier roman, Les gens heureux lisent et boivent du café, sur la plateforme Kindle Amazon.com, le 25 décembre 2012. La plupart de ces nouveaux auteurs procèdent ainsi pour acquérir une légitimité auprès d'éditeurs classiques. En cela, nous devons reconnaître le pouvoir galvanisant de ces nouveaux territoires d'expression et de création qui restent malgré tout marqués par une sorte d'interaction artistique. 3. Une interconnexion littéraire. Il s'agit d'une littérature qui se caractérise par sa forte obédience sociale. Par principe, le concept même de réseau social ne peut exister sans la notion d'interaction. C'est la raison pour laquelle l'écrivain se nourrit d'interaction avec son lectorat, lequel est invité à partager l'acte de création. En créant ses comptes sur les réseaux sociaux en ligne, l'auteur doit s'apprêter à entamer des relations avec d'autres internautes, à les suivre, à leur porter de l'intérêt, de manière à leur montrer qu'il est ouvert et accessible. Inutile d'investir les réseaux sociaux sans cette volonté de se tourner vers les autres. C'est une écriture participative dans laquelle le texte numérique se veut une littérature de tissage collectif, un lieu de superposition, de décalage, d'écho, de répétition et d'invitation. Des allusions peuvent être faites au mécanisme dialogique sur Twitter avec les possibilités de critique par commentaire, à valeur métatextuelle ou intertextuelle comme sur Facebook. Autrement dit, l'espace textuel virtuel se laisse féconder par tous les avis et toutes les vies afin de constituer un champ littéraire dynamique. Il y a donc une forme d'implication, d'investigation sociale de l'espace littéraire virtuel. L'autre spécificité qu'offre la spatialité numérique, c'est la célérité des rapports virtuels. Il y a une notable amplification des rapports intersubjectifs, par une accélération de l'interlocution. Par exemple, il existe un processus sur les réseaux sociaux qui permet de passer du blog au roman, autrement dit, on crée un blog pour lancer sa carrière d'écrivain. Ils sont nombreux à rechercher une communauté internet des écrivains, appelée aussi forum d'écriture. Une telle trajectoire est empruntée par beaucoup d'écrivains. Ainsi, Hieronymus Donovan, auteur français, avec son premier roman Real TV 2010, d'abord publié sur son blog et devenu Storylab, est considéré comme un éditeur 100% numérique. Dans ce contexte, il devient évident que certaines fictions vont se développer par la participation d'autres locuteurs via les commentaires ou par leurs propres billets. Ces contributions sont lues, voire commentées en retour, par l'auteur initial. Il va donc s'organiser une sorte de circularité par le caractère dialogique qui s'instaure dans la communauté. Quel que soit le reproche et ou l'approche, la toile interpelle ainsi la communauté littéraire. L'un de ses atouts, c'est de mettre en relation des personnes et des contenus. Le nouvel empire du texte se veut un espace de résocialisation de l'expression littéraire,
par une forme de poétisation des relations sociales. En somme, le nouvel espace littéraire est emprunté, détesté, actualisé et modifié selon les tendances et les compétences de la production ou de la réception. Cette situation, selon Isabelle Escolin-Contansou, redéfinit l'histoire littéraire. Dans ce contexte, l'écrivain devient un observateur ou un animateur de ce territoire virtuel avec ses canons esthétiques. 2. Une nouvelle aventure esthétique. Cette partie de notre réflexion part du principe que nous sommes entrés dans une nouvelle étape de la complexité territoriale. Le numérique redessine les frontières du littéraire et modifie la relation à l'esthétique. C'est toute une problématique du canon qui se dessine ici. Aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs s'accordent du reste à dire que nous vivons dans un espace hybride, Baud 2012, Vitali Rosati 2012, Floridi 2014. Dans ce contexte, les narrations transmédia s'emploient à repousser ou à remodeler les frontières scripturales. Le statut de ces nouvelles narrations est complexe. Comment classer ou qualifier, par exemple, les tweets de Clara Baudou dans son Madeleine Project ou ceux de Guillaume Vissac dans Accident de personne? S'agit-il d'écriture documentaire, journalistique ou fictive? En réalité, les pratiques littéraires sur les plateformes sociales intégrées comme Facebook ou Twitter se caractérisent par plusieurs spécificités fortes. D'abord, et pour reprendre Alexandre Jeffen, elles relèvent d'une écriture par statut, détournant un dispositif de lien faible pensé pour le maintien à minima de relations sociales dans une communauté et destiné à assurer la continuité du groupe dans sa mobilité territoriale. Ensuite, la textualité numérique se veut une littérature de l'immédiat témoin qui peut faire penser à l'écriture automatique moins. L'article, le texte ou le contenu, une fois publié, est immédiatement partagé et automatiquement commenté qui s'échappe. Cette instantanéité signale déjà un manque de censure vu que l'auteur bascule et devient sur le coup, l'éditeur en propre. Les fragments résultant de cette littérature ressortissent en effet à une écriture quotidienne, non préméditée, réalisée directement sur serveur Internet. Ces pages publiées spontanément et parfois sans retouche, peuvent être lues comme la chronique nerveuse ou énervée d'une vie dans la tension particulière de chaque jour. Dans ce cas d'espèce, l'écriture peut être assimilée à une décharge nerveuse. Pour Alexandre Jeffen, il s'agit d'un dispositif d'escorte complétant et enrichissant le projet organique de l'entreprise littéraire en lui annexant une hypostase mobile et collaborative. Au demeurant, cette écriture relève de modalités énonciatives, issues du détournement d'une technologie au profit d'un désir d'écriture. Enfin, cette écriture numérique se caractérise par la continuité de son contenu. Chaque publication partagée sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de blog repose sur la succession car elle s'insère dans une continuité temporelle. Chaque nouveau texte partagé vient s'ajouter à la somme des précédents pour former un continuum. Une telle dynamique textuelle appelée l'autofictif par Éric Chevillard fonctionne comme une chronique grâce à son blog. Le principe est simple. L'artiste se doit de produire une narration journalière triste ou émouvante de 3 lignes. Autrement dit, il doit, selon l'expression de Jeffen, chronique Le Monde. Ces notations vont ensuite s'accumuler pour former un tout narratif. Après quoi, il publiera l'ensemble sur papier. Il est loisible de lire une certaine forme de linéarité dans une telle écriture. La littérature sur Twitter offre l'exemple le plus frappant. Parmi les nombreux textes écrits par ce biais, on peut s'arrêter sur le roman Buboneka, d'abord publié sur Twitter puis rassemblé sur un blog en 2010 comme en témoigne cette capture d'écran tirée de l'article de Gaël Debeau. Cet exemple montre que la twittérature repose sur un principe de fil à dérouler dont le blog est une forme plus libre. Ces nouvelles formes littéraires orientent la réflexion du côté des formes narratives très brèves. Les réseaux sociaux impliquent une nouvelle écriture, de nouveaux réflexes mais aussi un nouveau vocabulaire ainsi que le souligne Elodie Emery. Ces écrivains sur Twitter sont baptisés twittérateurs ou twittératrices. Ils prennent en charge d'une part, l'invasion de la littérature sur la toile et d'autre part, accompagnent le mouvement de retour actuel des formes brèves en littérature, dans le sillage d'auteurs contemporains comme Éric Chevillard ou François Bon. La véritable contrainte sur la blogosphère, c'est évidemment de faire tenir son message en 140 caractères maximum, espace et liens compris. En réalité,
Twitter, en imposant la règle de 140 caractères, conduit les écrivains du web à renouer avec une certaine écriture brève. Par conséquent, les réseaux sociaux en ligne vont actualiser une esthétique du dépouillement et de la brièveté, par la convocation des nano-récits. Pour effleurer succinctement le sujet, nous dirons que le phénomène de la réduction et de l'économie expressive, autrement dit l'écriture minimaliste, se veut davantage une obligation, du moins une stratégie scripturale qu'un choix idéologique. Fieckschut l'a fait remarquer dans son analyse sur les textes des jeunes auteurs de minuit. Il y a donc une nouvelle manière de voir la littérature, et de la pratiquer. C'est d'ailleurs le cas pour Thierry Crouzet qui s'est associé à d'autres romanciers afin de proposer un ouvrage rassemblant 50 micro-nouvelles de 50 auteurs, que l'on peut se procurer gratuitement sur la toile. Il s'agit de 50 textes narratifs ne dépassant pas les 140 caractères, contrainte de Twitter, mais mettant en œuvre une narration minimale. Ces quelques bribes peuvent l'attester. Comme le montrent à dessein ces nano-récits, l'œuvre de Thierry Crouzet a été publiée dans une logique fragmentaire, solitaire mais solidaire. L'une des qualités formelles de l'écriture sur la toile dérive de la brièveté. À cela, il faut ajouter une autre caractéristique fondamentale, la discontinuité. A priori, le fragment peut apparaître comme un aveu d'impuissance formelle, mais il faut plutôt y voir un schème au service de la production textuelle. L'objectif est de nourrir et revitaliser l'écriture par un pur jeu de forme et d'expérimentation dont la jubilation passe nécessairement, selon Françoise Susini-Anastopoulos, par une série d'opérations sacrificielles. Draguer, ciseler, aérer, collectionner, combiner. L'usage des formes de l'économie scripturale sur la toile outrepasse le fantasme d'une littérature autonome. Au contraire, chaque fiction va se construire à partir d'une narration nouvelle. Nous sommes peut-être en présence d'une certaine forme d'intertextualité, Kristeva. Mais, au-delà de cette astreinte quasi permanente de la brièveté qui n'est pas nouvelle en soi, on peut tenter d'expliquer ce phénomène par la nomophobie ambiante. En vérité, et les statistiques le démontrent, un homme sur 3 possède un smartphone. Par conséquent, il faut partir de ce postulat pour expliquer en partie du moins, la prolifération de ces nano-récits. Toutefois, la concision de la forme n'empêche en rien une certaine ampleur scripturale. En effet, au-delà de cette littérature minimaliste, il est possible d'écrire des formats plus volumineux, non pas dans leur esthétique traditionnelle ou volume habituel, sur les réseaux sociaux. Ainsi, à côté des textes poétiques et des textes de fiction courte, plusieurs écrivains se sont pris au jeu du roman découpé en tweets, sur le modèle des romans par SMS qui firent fureur au Japon en 2008 à 2009, les Keitai Shosetsu. En France, ce fut le cas de Béatrice Rilos avec 100 caractères, espace compris, publié aux éditions Publi.net animé par François Bon. À cette liste, l'on peut adjoindre Laurent Zavac qui a prépublié sur Twitter puis sur papier des romans et des nouvelles dès 2008, allant même jusqu'à créer une maison d'édition, Twitteroman, dédiée à cette forme. L'essor de ces nouvelles formes et territoires d'expression artistique met en relief une écriture digressive, fragmentaire, brève, elliptique, imagée, portée par le numérique. Il convient, si l'on s'en tient à l'évaluation et à la définition proposée par Jean-Marie Schaeffer, que de tels écrits renvoient techniquement ces productions numériques au rang de publications de circonstance. Il y a donc une récupération de l'univers numérique à des fins de création littéraire, pour en faire un formidable terrain de jeu littéraire. La littérature surfe sur la vague du numérique en exploitant l'esprit des réseaux sociaux, en passant de l'édition traditionnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.